Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente. Enfin, une vidéo face cam après le vlog vacances qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, assez spécial entre gros guillemets, je n'ai jamais fait ça sur ma chaîne. J'ai choisi de faire une FAQ, donc j'ai demandé à ma communauté d'Insta, si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, courez, vous abonnez. Tout de suite, faites pause, allez-y. Je vous ai demandé de me poser des questions par rapport à vraiment tout, que ça soit projet, sujet tabou, parce que moi il n'y a pas de tabou en réalité. Couple, relations, conseils, vraiment de tout, parce que je sais que je prends pas mal en abonnés et il y a plein de personnes qui ne me connaissent pas forcément. J'ai décidé de faire une FAQ générale et je vais essayer d'en faire, je pense, une fois par an. Avant de commencer la vidéo, place au sponsor de la vidéo qui est Nextory. Si vous aimez les livres et la lecture de manière générale, restez écouter ce petit sponsor parce que ça va sûrement vous plaire. Nextory, c'est une application et l'un des premiers services de livres audio et d'e-book en Europe. C'est aussi la seule application en France qui propose tous les formats de livres possibles. Donc tu auras des livres audio, des e-books, des BD, des magazines, de la presse. Tu as vraiment de tout. Vraiment, tu as beaucoup de choix. Il y a plus de 1 million de livres sur l'application et surtout dans 10 langues différentes. Par exemple, je connais certaines personnes qui préfèrent lire leurs livres en anglais. Donc pour ceux qui préfèrent lire dans une certaine langue, ça peut être super sympa de lire ou d'écouter votre livre dans la langue que vous préférez. Moi personnellement, avant je n'écoutais pas de livres audio, j'étais très traditionnelle au livre papier, mais j'ai commencé à écouter des livres audio grâce à l'application. D'ailleurs, j'ai écouté le dernier roman de Mathias Malzieu, L'homme qui écoutait battre le cœur des chats, sur Nextory. Le roman est génial, je vous le conseille absolument. Et je suis en train d'écouter La femme de ménage aussi actuellement. En fait, j'ai toute une playlist parce que oui, l'application, du coup, tu peux faire des playlists de livres en fonction, par exemple, du genre de livre que tu veux. Une playlist romance, une playlist thriller, etc. Moi, personnellement, j'ai juste une playlist de livres que je veux écouter, donc mes likes. Vous avez plein de recommandations en fonction des genres et en fonction de ce que vous préférez, parce que du coup l'application, à force d'écouter des livres, elle va vous proposer des livres qui pourraient vous plaire en fonction du genre que vous écoutez le plus ou lisez le plus. Moi j'ai pu découvrir certains livres de Mathias Malzieu qui est mon écrivain préféré que je ne connaissais pas et franchement ça m'a beaucoup plu parce que ça me permet d'écouter absolument quand je veux et partout. Par exemple, des fois dans les transports j'ai pas forcément envie d'écouter de la musique, donc je mets un livre. Quand je suis posée, je mets un livre, c'est tranquille et c'est tout autant immersif que de lire le livre en format papier. En fait, ça te plonge dans l'histoire d'une toute autre manière, mais c'est vraiment tout aussi bien. Surtout que je sais qu'on n'a pas forcément le temps de tout le temps se poser pour lire un livre avec l'école, le travail, la fatigue. Des fois, le soir, on se dit « Ah tiens, je vais lire avant de me coucher », sauf qu'en fait, on est explosé, on n'a pas envie de lire. Enfin moi, personnellement, des fois, je suis trop fatiguée pour ça. Donc tu te poses dans ton lit, tu mets ton casque, t'écoutes tranquille. Sur Nextory, il y a 3 types d'abonnements différents. Il y a le standard, le premium et le family, et vous choisissez l'abonnement en fonction de vos besoins et de ce que vous préférez et vous pouvez écouter tous les livres que vous voulez. Et surtout, ce qui est super sympa, c'est que je ne vous parle pas de Nextory pour rien parce que j'ai un petit cadeau pour vous. Je vous offre la possibilité d'essayer Nextory pendant 45 jours gratuitement, ça vaut le coup. Du coup, vous aurez 45 jours d'essai gratuit sur l'abonnement standard au lieu de 14 jours d'essai de base que propose Nextory. Et c'est tout simple, c'est avec mon lien qui s'affiche à l'écran et aussi dans la description. Juste en bas, vous avez le lien. En plus, très cool, quand vous cliquez sur mon lien, vous avez accès à mes 3 recommandations de livres que je vous dis d'écouter absolument ou de lire. Jack et la mécanique du cœur de Mathias Malzieu, L'homme qui écoutait battre le cœur des chats de Mathias Malzieu et aussi Le Petit Prince. J'espère que vous pourrez découvrir plein de livres parce que la lecture, c'est la vie. Bref, c'est sur mon lien dans la description. Merci à Nextory et on passe à la FAQ. J'ai fait tout un dossier pour la FAQ, j'ai pas mal de questions. Je sais pas si je vais répondre à tout, mais en fait, vous avez tellement posé des questions super intéressantes que j'ai envie de répondre à beaucoup de questions. Alors, il y a vraiment tout type de questions. Il y a peut-être des questions aussi qui vont être un petit peu trigger, donc je mettrai un TW si jamais on parle de tout sans aucun problème. Je préfère quand même prévenir. On m'a demandé est-ce que tu travailles sur un autre projet. Alors je pense qu'on fait référence peut-être à mes livres parce que du coup je suis également écrivaine de recueils de poèmes. J'ai sorti 2 recueils de poèmes, un qui n'est plus disponible à la vente parce que je l'ai enlevé et le deuxième est toujours disponible. Alors pour parler des livres, actuellement je ne travaille pas sur un 3e livre. Je sais que j'aimerais beaucoup écrire d'autres livres, mais pour le moment c'est vrai que je suis pas focus à écrire. Je suis plutôt dans la promotion de mon 2e livre qui est sorti en décembre dernier. Il est vraiment tout jeune en fait, le livre c'est encore un petit bébé, quand même 2 ans de travail, il faut bien continuer d'en parler. Sinon, projet autour des réseaux sociaux dans le cadre de mon travail dans l'influence, et j'ai pas de gros projets comme on pourrait entendre parler, des gros projets de vidéos. Un projet on va dire que j'aimerais beaucoup faire, c'est une rencontre avec ma communauté. Je sais que j'aimerais le faire beaucoup sous forme de dédicace dans une librairie
par rapport à mes livres, mais c'est vrai que c'est plus dans le cadre de mes livres et moi dans le cadre de mon influence, même si en soi ça joint un petit peu les deux. Mais sinon des projets en tant que tels, c'est vrai que non. Je me mets pas la pression, j'essaie pas de sortir de grandes choses, juste j'y vais à mon rythme, mais on verra avec le temps. Peut-être que cette année ou l'année prochaine, je vais avoir une illumination et je vais avoir envie de faire quelque chose de spécial. Alors là, on arrive sur une question qui peut peut-être trigger, donc TW prostitue. Voilà, je suis obligée de me censurer dans les mots pour éviter d'être bannie. Tu avais conseillé la dernière fois un documentaire sur la prostitue des mineurs. Est-ce que tu en as subi? En story, il n'y a pas très longtemps, j'avais conseillé une vidéo du Roi des Rats qui parlait de la prostitue des mineurs en France et aussi sur internet. Je l'avais conseillé parce que j'ai déjà parlé sur TikTok et même sur Instagram, mais peut-être moins, de la prostitue que j'ai subie en étant mineure. Donc Instagram, enfin on va dire que ma communauté d'Instagram n'est pas forcément autant au courant que sur TikTok, parce que c'est vrai que sur TikTok j'ai déjà fait des TikTok et j'ai déjà également fait plusieurs lives, et quand je fais des lives on me pose plein de questions, donc j'en ai déjà parlé. Mais du coup oui, j'en ai subi de mes 13 ans à mes 17 ans. C'est vrai que je vais pas forcément rentrer dans les détails de tout ça parce que c'est très lourd et c'est très long, mais j'ai déjà fait même de la prévention, j'ai déjà raconté on va dire mon histoire autour de ça dans une interview sur le Média Fresh. L'interview n'est plus disponible parce que j'avais demandé à ce qu'elle soit supprimée quand je avais porté le voile, donc pas pour des raisons de honte ou quoi que ce soit, mais juste pour des raisons de on voyait mes cheveux. Mais du coup j'ai pas demandé à ce qu'elle soit remise, mais c'est vrai que j'en parle sans problème quand on me pose des questions pendant mes lives. C'est du trafic d'enfants, quoi, c'est du trafic, c'est horrible à vivre, c'est très douloureux, c'est très traumatisant. Il y a beaucoup de choix dans ma vie et de problèmes mentaux que j'ai eu après à cause de ça. Je pense pas en parler en fait de manière détaillée vraiment dans cette vidéo là, mais oui j'en ai subi, et sachez qu'il y a beaucoup de jeunes filles et même de jeunes garçons qui en subissent, et c'est très compliqué de sortir de ce train de vie parce que c'est des prédateurs, parce que c'est des gens beaucoup plus âgés que toi qui te prennent, enfin c'est littéralement un trafic, donc c'est très compliqué et ça m'a bousillé une partie de mon adolescence tout simplement. Mais maintenant tout va bien, je ne suis plus dans ce filet. Bien sûr j'ai toujours des DM, j'ai même des anciens clients on peut dire du coup, parce que c'était le cas, qui essayent de me recontacter, mais ça ne sert strictement à rien. Alors c'est assez marrant, on m'a demandé est-ce que tu as déjà souhaité venir habiter en France. En fait comme je suis en Belgique actuellement, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis belge parce qu'ils me suivent pas depuis très longtemps, mais je suis française et je viens de France et je vais toujours voir mes parents en France. Dylan est aussi français, mais juste il habite en Belgique depuis genre ses 11 ans, donc ça fait un moment qu'il est en Belgique et qu'il est là aussi pour ses études, mais sinon je suis bien française et je ne veux pas rester en Belgique. Oui évidemment c'est pas un pays, je trouve que c'est pas un pays où il y a des choses à faire. Les gens sont très gentils. Par contre, les artistes musicaux préférés, j'aime beaucoup parler de musique, c'est vrai que j'aime beaucoup d'artistes. Faut savoir que moi j'écoute aussi beaucoup de petits artistes. J'étais à partir genre 2018, vraiment quand j'avais 13 ans, toujours été un peu dans la sphère des petits artistes sur SoundCloud. J'ai toujours adoré les petits artistes, du coup j'en ai beaucoup consommé. Mais on va dire qu'en artiste mainstream, je sais pas genre si j'en ai un que je préfère, mais il y a un artiste, c'est mon artiste préféré. Il y en a peut-être qui ne le connaissent pas parce qu'il est pas ultra connu, mais il a quand même une bonne audience. C'est Zadioun Pavarotti, c'est mon artiste préféré depuis genre 2019 je pense, même avant. Je l'ai connu grâce à Columbine parce qu'il avait fait la première partie de Columbine qui est mon groupe préféré d'ailleurs. Depuis des années je suis extrêmement fan. Il n'existe plus le groupe, mais c'était vraiment la bonne époque pour ceux qui se rappellent de l'époque Columbine. C'est quoi les pays où t'aimerais le plus aller? Alors niveau voyage, j'ai pas beaucoup voyagé, mais mon pays je pense de rêve où j'aimerais vraiment visiter, c'est le Japon. J'adore le Japon depuis que je suis toute petite. Je pense que c'est surtout à cause de ma maman, enfin grâce à ma maman, parce que ma mère est littéralement une otaku. Et depuis que je suis petite, je rêve d'aller au Japon. Sinon, j'aimerais énormément aller au Maroc parce que je suis d'origine marocaine, et aussi aller au Portugal parce que je suis d'origine portugaise. Et en ce moment, ça fait un moment déjà, mais j'ai une obsession sur l'Écosse et Édimbourg surtout. Et je pense sincèrement que c'est parce que mon livre préféré et mon film préféré, Jack et la mécanique du cœur, se passe à Édimbourg. Bien sûr, les paysages ne sont pas forcément présentés comme dans la vraie vie. En réalité, c'est super beau. Vraiment, j'ai déjà vu des vidéos, des photos d'Édimbourg, des paysages même en Écosse de manière générale. C'est incroyable, donc ça me ferait trop kiffer d'y aller. Comment fais-tu pour assumer tes formes qui changent à la vingtaine, seins, etc. Question assez compliquée. Je viens d'avoir 20 ans il y a pas longtemps. Il faut savoir qu'en tant que femme, on a genre 2 pubertés et notre corps, il change vraiment à la vingtaine. Et c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'aime pas, parce qu'on se focus beaucoup sur notre corps d'avant. TW, j'ai des troubles au niveau du miam miam. Je suis tellement
focus sur mon physique que c'est compliqué. J'ai pris beaucoup de poids à cause du SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, que j'ai eu à cause d'un choc émotionnel il y a 3 ans. Du coup en 3 ans j'ai pris genre 20 kilos. J'ai pris ces 20 kilos en fait hyper rapidement, je crois au bout d'un an et demi, même pas. J'ai pris 20 kilos vraiment d'un coup et j'arrive plus à les perdre et je vois mon corps changer. Et du coup je regarde des photos de moi quand j'étais plus jeune, quand j'avais 16 ans, 17 ans. Sauf que girl, t'avais 16 ans, 17 ans, t'en as 20. Ton corps, il a vraiment mûri en fait. C'est normal que je n'ai plus mon corps d'ado, mais j'ai du mal à l'accepter. J'essaye de l'accepter, mais c'est très compliqué. Même ma poitrine, j'ai une asymétrie qui est assez voyante, surtout quand je porte des vêtements moulants. Mon sein droit est beaucoup plus gros que mon sein gauche, mais genre vraiment beaucoup plus gros. Et du coup, j'ai vraiment un gros complexe par rapport à ça, parce que je sais qu'il fait que grossir. Surtout que la société patriarcale ne nous aide pas trop. Les endroits où tu achètes le plus souvent tes vêtements, s'il te plaît. Je pense que c'est la question qu'on me pose le plus et qu'on me pose vraiment tous les jours sur mes réseaux. J'achète énormément en seconde main. En fait, je pense que ma consommation de vêtements, c'est principalement de la seconde main. Des friperies quand j'y vais et aussi des boutiques vintage qui en soi sont de la seconde main aussi pour beaucoup de pièces. Et sinon, beaucoup chez des marques éthiques. Et vous me connaissez à force, j'ai 3 vidéos sur YouTube où je présente des marques éthiques. J'adore les petits créateurs, j'adore les marques éthiques. J'aime tellement les marques éthiques sur mes réseaux et je m'abonne à beaucoup de marques que j'apprécie qu'en fait, j'ai beaucoup de recommandations de petits créateurs, soit sur Insta, soit sur TikTok. Et du coup, je découvre toujours plein de marques, des marques vraiment bien niches parfois. Les vêtements, c'est vraiment l'un des top truc que j'aime le plus. J'ai déjà par exemple donné beaucoup de tips pour avoir des jolies marques sur les applications de seconde main. J'ai déjà fait des vidéos sur Insta, je crois que j'ai fait 3 ou 4 vidéos, donc n'hésitez pas à aller dans mes reels parce qu'il y a pas mal de vidéos tips que j'ai pu faire. Comment tu gères la solitude quand tu la ressens négativement? Assez compliqué. Moi je fais partie des personnes qui ont beaucoup de mal avec la solitude, mais dans certaines circonstances, c'est-à-dire que je peux rester seule la journée. J'ai toujours été beaucoup seule, pas par choix, de base c'était vraiment imposé. On m'a beaucoup abandonnée parce qu'en plus de ça j'ai changé de pays, je suis qu'avec Dylan, mais par exemple quand Dylan reprend les cours, moi je suis toute seule la journée, donc j'essaye de m'occuper, j'ai des chats à la maison et je pense que le moment où je ressens la solitude vraiment négativement, c'est si le soir je suis toute seule. C'est à dire que si, ce qui est rare en soi, mais si Dylan n'est pas là le soir par exemple, il va dormir chez quelqu'un ou il a un événement pendant une partie de la soirée, je vais vraiment très mal vivre cette solitude et je sais pas pourquoi le soir automatiquement c'est vraiment, je ressens de l'angoisse, je me sens toute seule, je me sens abandonnée, j'ai des pensées sombres et quand je commence à me sentir comme ça, c'est tellement dur de penser à autre chose. J'ai mes petites techniques quand vraiment je ressens mal la solitude, au lieu juste de me morfondre, de pleurer ou quoi que ce soit. Je vais regarder quelque chose qui m'apaise vraiment, même un truc que j'ai déjà vu plusieurs fois. Et du coup, la plupart du temps, je vais mettre un Disney. Voilà, c'est ma petite technique. Je regarde un film Disney que j'aime beaucoup, ou alors des vidéos YouTube qui me font du bien, même si je les ai déjà vues plein de fois. Mais j'ai mon petit rituel en fait, si vraiment ça va pas. Et aussi, ça m'arrive souvent de lancer des lives TikTok. Je sais que ça peut paraître vraiment pourri, mais vu que j'ai personne à qui parler, et ben je lance un live TikTok et je parle avec mes abonnés sur TikTok et des fois mes lives ils durent genre 2-3 heures. Toute la soirée je la passe en live pour que quand Dylan y rentre, bah ça soit ok, genre que j'arrête le live et que je sois enfin avec lui. As-tu déjà traversé une mauvaise phase dans ton couple, doute, etc. Alors oui, et je pense que tout le monde a déjà vécu ça. Pour ceux qui n'ont pas forcément capté, je suis mariée, je suis en couple depuis 3 ans et oui, j'ai déjà eu des phases de doute dans ma relation amoureuse, même des phases où je me disais, ça a été rare, ça a été genre une fois, je crois, une grosse phase comme ça. Je me suis dit, mais il faut que je divorce. Parce que ça allait vraiment pas. C'est arrivé qu'une fois. Mais sinon, j'ai déjà eu des phases de doute en mode, peut-être que là, ça va pas du tout. Enfin, faut qu'on se quitte en fait, parce que ça va pas. Quand t'es en couple avec une personne qui a une santé mentale compliquée, ou que les deux ont une santé mentale compliquée, ou alors qui ont des traumatismes qui reviennent et qui n'arrivent pas forcément à les gérer, bah, la relation elle prend vachement un coup et c'est très compliqué de s'en sortir quand il y en a un qui veut pas s'en sortir en fait. Et oui, j'ai déjà eu des phases de doute en me disant bah peut-être que c'est mort, peut-être que c'est pas la personne qu'il me faut. Et sachez que c'est normal et juste faut pas lâcher le couple à la moindre épreuve. Faut être patient, à part si vraiment ça va pas, que la personne vous manque de respect, qu'elle est ignoble avec vous et que vraiment ça marche plus. Si de base ça marche très bien et que d'un coup bam ça va pas parce qu'il y a un problème, faut prendre le temps de régler les choses et d'être patient et d'accompagner l'une des personnes, et la communication c'est la clé. Donc même moi quand j'avais des doutes et que je me sentais pas bien, je le disais et je disais écoute là par exemple avec Dylan, je dis à Dylan que ça va pas, que j'ai l'impression que la relation elle va pas du tout, qu'on fonce dans un mur parce qu'il se passe telle et telle chose. On en parle, on en discute et on fait les efforts qu'il faut. As-tu des points positifs ou négatifs que tu trouves maintenant à s'être mariée jeune? Love sur vous. Merci beaucoup. Des points positifs, il y en a. Des points négatifs, je sais pas en réalité, parce que je me sens très bien dans mon mariage. Je me suis mariée à 18 ans. Dylan avait 19 ans. C'est jeune, mais je trouve pas de points négatifs
au fait de se marier jeune du moment que tu es avec la personne que t'aimes et que tu te sens bien et que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous avez les mêmes projets de vie ensemble. Je trouve que ça pose pas de problème en fait le mariage. Mais franchement, des points positifs, il y en a. Il y a le fait que t'habites avec la personne la plupart du temps après le mariage, donc t'es souvent avec la personne, tu fais tes projets de vie avec la personne, t'avances avec la personne, vous apprenez encore plus à vous connaître. Enfin, en fait, c'est ta femme ou ton homme, c'est ton meilleur ami, genre, hein, c'est génial, genre t'es H24 avec la personne. J'entends beaucoup cette phrase, je l'ai même beaucoup eu dans mes commentaires, du purée, mais tu te maries jeune, tu profites pas de ta vie, de ta jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire profiter de sa jeunesse pour les gens? Parce que quand j'entends cette phrase, je me dis, mais tu peux très bien profiter de ta jeunesse en étant en couple et marié, ça n'empêche absolument rien. Mais j'ai l'impression que les gens, ils voient parfois le mariage comme une prison, et des fois c'est peut-être aussi à cause de leurs parents, des parents qui ont un couple extrêmement compliqué, ou à cause des divorces, etc. Je peux totalement comprendre. Ou alors des fois ils rejettent leur propre relation sur les autres, et c'est pas la chose à faire. Mais c'est pas une prison le mariage. Quand t'es avec la bonne personne, c'est même une bénédiction. Genre pour moi c'est vraiment une bénédiction. Mais si pour les personnes profiter de sa jeunesse c'est aller à droite à gauche, moi c'est pas ma définition de profiter de ma jeunesse. Il y a aussi des couples qui pensent que t'es marié, tu peux plus aller en boîte, tu peux plus aller en soirée, etc. Chacun a ses limites dans un couple. C'est-à-dire que Dylan et moi, on ne va pas en boîte de nuit. Mais ça, c'est pour des raisons, c'est pas nos principes et nos valeurs liées à la religion, et ça nous intéresse en plus absolument pas. Je pense qu'on serait pas musulmans avec Dylan, on n'irait même pas en boîte de nuit. Les soirées avec les potes, tu peux très bien en faire en étant marié. Tu peux très bien aller en boîte en étant marié. Si tu vas avec la personne, et même, je sais pas, si t'as une femme ou un mari qui est ouvert et qui a super confiance en toi, et enfin qui a une bonne base de communication et de confiance dans le couple, tu peux aller en boîte en étant marié. Tu peux faire des voyages, tu peux faire des voyages entre potes. Il y a pas de prison. Est-ce que ton couple, toi, avec ta relation avec la personne, est-ce que c'est une prison? Parce que le mariage, c'est pas signe d'emprisonnement. Est-ce que c'est possible de vivre une sexualité normale avec des traumatismes sexuels? Alors oui, tu peux très bien vivre une sexualité normale, mais il y a des gens qui n'y arrivent pas forcément, ça peut être très compliqué. Je vais parler surtout de mon cas à moi personnel. J'ai beaucoup de traumatismes liés à ça, surtout dû à la prostituée, à mes V, à mes agressions. Enfin, en fait, mon rapport au S a vraiment été tout bousillé à cause de beaucoup de choses, mais c'est pas pour autant que là, dans ma relation ou même dans mes autres relations que j'ai pu avoir, mes rapports étaient horribles. J'ai réussi à avoir des relations charnelles qui étaient vraiment super. J'ai des relations charnelles qui sont incroyables, je suis très bien. Mais oui, des fois, je peux avoir des triggers. Des fois, c'est pas la période. Des fois, je sais pas, ça va pas. Et j'ai des traumas qui reviennent. Et du coup, je peux avoir moins envie de le faire. Ou des fois, j'ai beaucoup plus envie de le faire. J'ai un trouble de l'hypersexualité. Donc, je suis hyper sexuelle a été déclenchée due à ma prostituée, à mes V et à mes agressions. C'est très compliqué des fois à gérer, mais il y a une question je crois par rapport à ça en plus. C'est pas parce que t'as vécu des traumatismes que toute ta vie tu seras trigger par rapport à ça. Comment as-tu eu ce déclic d'arrêter la fast fashion? Bisous Fanel au passage. C'est arrivé il y a 2 ans. Et en fait, de base, je suis pas une fille qui allait beaucoup dans les magasins de vêtements. J'aimais déjà pas mal la seconde main, mais j'avais pas ces valeurs de fast fashion, c'est pas bien. Enfin, en fait, je savais que c'était pas très bien, mais j'arrivais pas forcément à arrêter parce que je pense que, pour être totalement honnête, j'avais pas la volonté de le faire. Mais du coup, il y a 2 ans, je commençais de moins en moins à acheter en fast fashion. Et ce qui m'a vraiment fait ce gros déclic, c'est vraiment quand il y a eu le mouvement de gros boycott par rapport à ce qui s'est passé par rapport au 7 octobre. Il y a eu ce gros mouvement de boycott qui m'a encore plus facilité à stopper la fast fashion. Bah finalement, genre j'en consomme pratiquement plus. Sincèrement, mais pratiquement plus. C'est très rare que je me rende dans un magasin de fast fashion. Souvent c'est pour un basique, genre un jean dont j'ai besoin et un petit haut que je trouve pas forcément chez des marketiques ou en seconde main, vraiment des basiques en fait. C'est très très rare. Ou alors genre un maillot de bain quand j'ai besoin et tout. Mais vraiment maintenant je suis pratiquement full seconde main et marketing. Et puis même en fait de manière générale, qu'est-ce que ça m'ennuyait les magasins. C'est quoi la démarche pour se faire diagnostiquer et comment t'en as parlé avec tes parents? Moi j'ai été diagnostiquée de ma dépression quand j'avais 15 ans. Donc je suis allée chez un psychiatre tout simplement. Je suis allée au CMPE de ma ville. En fait c'est là où t'as des psychiatres et psychologues gratuits. J'ai eu des séances avec ce psychiatre qui était en plus de ça un très mauvais souvenir. Enfin c'était vraiment pas un bon psychiatre. Vraiment il était super étrange. Il m'a diagnostiqué de ma dépression. Et en fait les démarches tout simplement c'est avant tout au niveau de tes parents, surtout quand t'es mineur, c'est comment en parler à ses parents. C'était pendant le confinement, j'allais pas du tout bien, c'était en 2020 et ça allait vraiment pas. Et en fait je savais que ça allait pas depuis un moment, mais je savais pas pourquoi. Et j'ai toujours été une enfant un peu
triste et je n'ai jamais compris pourquoi. Depuis que je suis en 6e, 11 ans, j'écrivais des textes qui parlaient de trucs très sombres sans même savoir pourquoi, mais juste il y avait une profonde tristesse en moi, il y avait un mal-être et petit à petit en fait au fil des années je comprends mieux pourquoi. J'avais besoin de parler et j'arrivais pas à parler à mes parents. En plus c'était le confinement et il y avait la rentrée au lycée et ça me terrifiait. Et mes parents, je leur en ai parlé, en fait j'ai toujours eu des parents assez ouverts, assez compréhensifs, j'ai vraiment de la chance par rapport à ça et ils m'ont proposé de peut-être voir une psychologue et j'ai accepté et ma psychologue ensuite m'a conseillé un psychiatre parce que ça n'allait pas, j'avais des gros problèmes. Donc maintenant j'ai des troubles mentaux, je suis plus en dépression d'ailleurs depuis 1 an et demi je crois, mais la dépression c'est un truc qui peut revenir, c'est une maladie qui peut revenir. En fait moi je vois ça comme une porte qui est toujours un peu entrouverte et si t'as un gros trigger, un gros événement dans ta vie, bah ça peut te redéclencher du coup la maladie. Par exemple, tu penses avoir un trouble en particulier, tu peux aller voir un psychiatre et parler du fait que t'as l'impression d'avoir ça parce que t'as des symptômes qui sont similaires mais que juste tu veux être sûr. Donc en fait tu vas avoir des séances psy, tu vas passer tout un test en fait pour voir si te pose le diagnostic de si t'as le trouble ou la maladie. Il y a des troubles en particulier qui prennent beaucoup de temps à se faire diagnostiquer, comme par exemple le trouble borderline. Il y a des troubles qui sont plus faciles entre gros guillemets à diagnostiquer. Comment tu te sens actuellement et quels sont tes objectifs santé mentale? Comment je me sens actuellement? Mes humeurs varient énormément. J'ai eu une phase dépressive là qui a pas mal duré. Je pense que là je m'en sors un petit peu. Donc je pense que ça va un petit peu mieux. Mais sinon niveau objectif santé mentale, j'en ai déjà parlé. Mais je veux retourner voir un psychiatre parce que je pense avoir certains troubles. Et en fait je veux juste être sûre de ce que j'ai. Je veux juste mieux me comprendre parce que la psychologue ne fait pas certaines choses que le psychiatre peut faire. Ça me fait du bien moi de poser des mots et même des fois des définitions sur ce que je peux ressentir. Après je ne vis pas pour avoir des étiquettes sur ma gueule, mais j'ai besoin de me comprendre et du coup vraiment mon objectif là c'est de trouver un psychiatre et de continuer mes thérapies avec ma psychologue et du coup d'avoir l'argent nécessaire à chaque fois tous les mois pour l'avoir parce que je veux l'avoir au moins une fois par mois. Là je l'ai pas vue depuis avril et du coup je la vois dans 1 ou 2 semaines. J'ai hâte de la voir. Comment envisages-tu ton avenir en tant que poétesse? Je suis poétesse / autrice mais je ne me vois sincèrement pas vivre de ça parce que ce n'est pas possible à moins de percer dans le milieu sincèrement. Moi j'ai envie d'écrire des livres pour toujours si je pouvais, et, genre, en soi je peux écrire des livres pour toujours, mais je m'envisage pas un avenir genre professionnel en mode absolument vouloir réussir dedans. Je pense qu'avant j'avais beaucoup cette mentalité là de me dire purée je veux vraiment absolument réussir dans le monde du livre. En soi ça me dérangerait absolument pas hein. En fait c'est pas mon activité principale et je veux pas que ça devienne mon activité principale, mais j'aimerais écrire pour toujours et j'aimerais écrire pas uniquement de la poésie. J'adore la poésie, j'en écris depuis que je suis petite, mais j'aimerais beaucoup écrire un roman, j'aimerais beaucoup écrire des livres pour enfants. Ça c'est vraiment un projet que j'aimerais énormément. Je ne pars pas avec la mentalité de je veux absolument réussir et faire de l'argent avec ça et d'être reconnue. Non. En fait, souvent j'écris des livres surtout pour moi. Après, les livres pour enfants, oui, je les écris pour moi parce que c'est un peu un petit objectif, mais je les écris aussi pour qu'ils soient mis en vente et achetés par les mamans pour leurs enfants, etc. Donc voilà, je me mets pas la pression. Vraiment, je me mets pas la pression par rapport à ça. J'y vais tout doucement. Et voilà. Quel changement quand on habite en couple comparé à seul, temps perso, organisation, etc. Beaucoup de changements quand on habite en couple. Souvent, on dit que la première année de cohabitation c'est la pire. Enfin, on dit aussi que la première année de mariage c'est la pire. Il faut pas généraliser, mais c'est vrai que la première année de cohabitation c'est là où tu te rends compte parfois du vrai comportement de la personne. Du coup des fois c'est un peu perturbant. Tu peux te dire ah ok je l'imaginais pas forcément comme ça et faire les choses comme ci comme ça. Et toi comme t'as tes habitudes, que machin a ses habitudes, c'est compliqué. Nous avec Dylan sincèrement la première année de cohabitation elle a été éprouvante. Surtout qu'en plus il allait pas très bien. Moi j'allais pas très bien encore non plus. Enfin j'avais du mal à me stabiliser sur certaines choses et du coup c'était assez compliqué. Donc oui c'est très différent de vivre tout seul. Après moi j'ai jamais vécu toute seule honnêtement hein, j'ai toujours vécu avec mes parents. Dylan lui a vécu tout seul pendant un petit moment et voilà il avait ses habitudes tout simplement. Faut comprendre que c'est votre appartement ou votre maison, vous êtes à deux dedans, il n'y en a pas un qui doit s'occuper de tout absolument. Vous avez vos responsabilités et moi je trouve que ce qui est très bien c'est parfois poser des règles un peu. Enfin en fait moi je trouve que c'est normal de poser des règles de vie et d'expliquer quelles sont vos habitudes, de discuter pour convenir quelque chose. Mais si la personne, elle a une bonne volonté, qu'elle t'aime et qu'elle veut juste une belle relation, elle fait les efforts. Nous, par exemple, au niveau de l'organisation, moi par exemple, j'ai l'habitude de faire à manger, c'est souvent moi qui fais à manger. Après, quand j'ai des phases au niveau de mon trouble qui fait que j'arrive plus forcément à me nourrir, bah Dylan va faire plutôt à manger. J'ai l'habitude aussi de faire certaines tâches ménagères, moi, et Dylan, il en fait certaines. Par exemple, la vaisselle, je n'y touche jamais, c'est Dylan qui l'a fait. J'aime bien faire du ménage quand je me réveille. Le dimanche, on aime bien faire un gros ménage. Les horaires pour se coucher, on n'a pas forcément genre des horaires, je veux dire
dire Dylan s'il veut se coucher plus tard que moi il le fait. Enfin en fait on a nos petites règles mais on n'est pas là pour créer une prison dans notre appartement et dire toi tu dois faire ci, tu dois faire ça absolument. Faut se mettre d'accord et quand on se met d'accord la relation et la cohabitation elle se passe super bien. Je viens de te découvrir, alors comment tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas? J'aurais dû prendre cette question quand même au début, mais comment je me présenterais? Pour la faire courte, je m'appelle Fanel, j'ai 20 ans, je suis créatrice de contenu sur les réseaux et autrice. Et j'ai un univers tout doux, coloré, j'aime parler de santé mentale, j'aime parler de mes passions, de vêtements, de seconde main, de choses éthiques. Je suis engagée et j'essaie de l'être le plus possible. Et je suis vraiment good vibe. Je sais pas trop comment me présenter à quelqu'un qui me connaît pas, mais je pense que j'aurais dit ça. Les gens voient un peu qui je suis, je pense que ça se voit beaucoup dans mon contenu. Comment tu faisais pour avoir envie de te lever chaque matin? Alors quand j'étais en dépression, ça a été une période où c'était vraiment dur et je voulais rien faire d'autre que dormir. Mais il y avait des petites choses qui me donnaient envie de me lever. Et je pense qu'il y a ce truc où j'ai jamais été célibataire très longtemps. Donc ça fait qu'il y avait toujours de l'amour qui m'aidait à me lever. C'est la réalité, mais je pense que l'amour m'a toujours pas mal aidé et m'a toujours aussi pas mal fait souffrir. Mais quand j'ai connu Dylan, c'était vraiment pas très longtemps après ma dernière rupture. Donc ça a été pas très dur en fait pour moi de me dire là faut te lever, faut vivre genre. Parce qu'il y avait quelqu'un qui m'attendait. Et j'ai toujours eu ce besoin de quelqu'un qui m'attend. Et je ne supportais pas le fait que personne ne m'attende. Et en soi, les réseaux ont énormément joué là-dedans et m'ont énormément aidé. Je suis sur les réseaux depuis très longtemps et quand j'étais pas en couple, par exemple, oui j'ai eu des phases de célibat et j'arrivais quand même à me dire Fanel, il y a des gens qui t'aiment et qui ont envie de voir ton contenu. Ça paraît peut-être tout bête mais moi ça m'aidait de me dire là je vais faire des stories, il y a des gens qui vont me répondre et je vais parler avec eux et ça va être cool parce qu'en fait ces gens-là ils adorent mes stories, ils adorent quand j'apparais dans leur feed et ça paraît tout bête mais moi ça m'aidait à me lever le matin. Ma communauté sur Insta, c'est vraiment les amours de ma vie, genre vous êtes vraiment les amours de ma vie et ça m'aidait de ouf d'avoir une communauté. Grâce à ça que je me levais le matin, pas pour vivre en fait, juste pour les gens. Est-ce que c'est sain? Je ne sais pas. Mais au moins, maintenant, j'ai réussi à guérir, donc c'est principal. Comment tu vis ton mariage en étant jeune? Argent, communication entre vous et comment t'as réussi à en parler à tes parents étant donné que vous l'avez fait tôt? Au niveau de mes parents, ça a été dur au début parce qu'ils ne voulaient pas comprendre pourquoi je voulais me marier, surtout que c'était aussi pour des raisons religieuses. Moi, je suis une grosse forceuse quand je vois un truc, donc j'ai fini par avoir l'accord de mes parents. Voilà. Ça a été compliqué, il y a eu des pleurs, il y a eu des disputes, il y a eu vraiment des grosses disputes. Mais quand je fais un truc, je force jusqu'au bout pour l'avoir, hein. Des trucs comme ça, des trucs importants dans ma vie. J'ai besoin en fait, genre si je suis sûre, et je peux comprendre, hein, l'inquiétude des parents, c'est totalement légitime. Surtout que ça faisait 1 an qu'on était ensemble avec Dylan. J'ai eu tellement d'expériences horribles dans mes relations amoureuses que mes parents, ils avaient juste peur de me retrouver à l'hôpital encore une fois. Comment je vis mon mariage en étant jeune au niveau de l'argent et de la communication entre nous? Au niveau de l'argent, à savoir que moi j'ai un revenu qui n'est pas stable parce que je suis créatrice de contenu et quand t'es auto-entrepreneuse de manière générale, t'as pas un revenu qui est très stable et t'as pas un revenu de ouf au début. Ça varie beaucoup. Dylan il a un salaire tous les mois. Il est étudiant mais il a une aide en fait. Du coup ça lui fait un salaire tous les mois et à côté vu qu'il est étudiant en tant qu'artiste 3D, il fait aussi des commissions pour les gens qui lui demandent des projets en 3D et des effets spéciaux. Donc à côté il se fait aussi de l'argent tout seul. Et du coup lui au moins il a un revenu qui est stable. Dylan il paye le loyer, tout ce qui est charges, tout ce qui est facture, tout ça, les courses. En fait tout ce qui est nécessaire Dylan va le payer parce que c'est lui souvent qui a le salaire au bon moment. Et moi en fait je paye un peu les extras de la vie. J'ai payé les sorties, j'ai payé beaucoup de cadeaux. Je vais mettre aussi beaucoup de côté, Dylan met aussi de côté. J'ai payé des trucs pour les chats, des petits trucs en plus. Moi c'est un peu le côté fun de la vie et Dylan c'est vraiment le côté adulte. Genre je vois ça un peu comme ça. Et on s'est mis d'accord là-dessus, ça nous convient. Et par exemple si moi là je sais pas, je fais un bon mois où je gagne plutôt bien et que Dylan voilà c'est un peu la galère, bah, moi je vais l'aider tout simplement parce que je serai jamais cette femme en mode ah débrouille-toi. On habite ensemble, l'argent c'est un peu notre argent. Donc par exemple le mois prochain, vu que Dylan là il doit payer son permis et qu'il a eu une assez mauvaise nouvelle par rapport à son permis, il aura pas d'aide comme il devait avoir, bah je vais aider pour les courses, je l'aide pour son permis. Et communication, Dylan et moi on communique beaucoup, c'est vraiment la clé d'une relation. Dès qu'il y a un problème on en parle, on veut essayer de pas cacher des choses. Les problèmes dans un couple ça arrive, on a déjà fait des conneries avec Dylan, faut parler et on apprend de ses erreurs et ça renforce un couple des fois et notre couple va très bien parce qu'on communique beaucoup. Quelle a été ta plus belle expérience sur les réseaux et la plus difficile? Ma plus belle expérience sur les réseaux, quand j'ai commencé à avoir beaucoup d'audience l'année dernière, ça a été vraiment un boost pour moi et ça m'a permis de faire connaître ma poésie et juste c'était incroyable que les gens s'intéressent à mon art et du coup ça a été une de mes meilleures expériences en fait de me dire purée Fanel t'as partagé
partager ta poésie. T'as juste lu tes poèmes en pensant que tout le monde allait s'en foutre. Et finalement, genre, les gens adorent et les gens achètent tes livres et tout. Et c'est un des meilleurs trucs qui me soit arrivé. Après, j'ai toujours pas créé d'expérience plus réelle. Par exemple, aller voir ma communauté et aussi les rencontres. Rencontrer des petites créatrices de contenu dans la même niche que moi qui sont super sympas. Ça fait partie de l'expérience des réseaux. Et je suis trop contente, par exemple, de connaître Christina, que vous connaissez peut-être, et Lilix. Rien que ça, en fait, c'est des personnes qui sont sur les réseaux, qui sont super gentilles, qui sont des créatrices de contenu que j'aime beaucoup de base, et les connaître, bah ça fait partie pour moi des bonnes expériences sur les réseaux. Et expérience plus difficile, tout le harcèlement que je subis depuis très longtemps, depuis que j'ai commencé les réseaux, donc depuis que j'ai 9 ans je me fais harceler. Et plus tu prends en audience, plus tu te fais harceler, surtout que moi j'ai une personnalité et une voix surtout qui plaît pas à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui me cherchent des problèmes, il y a beaucoup de gens qui m'inventent des choses, qui inventent des rumeurs. J'ai appris sincèrement à passer au-dessus de beaucoup de choses. Comment ta vision de l'amour a-t-elle évolué depuis ton mariage? Je pense que ma vision de l'amour, elle reste toujours cette vision de moi qui est amoureuse de l'amour, qui l'aime encore plus chaque jour. Je pense qu'elle a évolué que dans le positif. Et aussi, j'ai appris beaucoup de choses sur moi aussi, pour le fait que l'amour, c'était différent chez beaucoup de personnes. Par exemple, j'ai appris il y a pas très longtemps que j'étais polyamoureuse. J'en ai déjà parlé sur TikTok. Les gens comprennent pas toujours, mais c'est-à-dire que je peux aimer plusieurs personnes en même temps. Ce n'est pas le cas. Ok, là, je suis pas genre amoureuse de quelqu'un d'autre que Dylan, en même temps que Dylan, mais j'ai compris que je pouvais et que ça m'était déjà arrivé de ressentir des sentiments pour d'autres gens. Et je me rappelle, du coup, j'en ai parlé avec ma psy et je lui ai dit, oui, je sais pas, je peux ressentir ça et ça pour une personne alors que je suis en couple aussi, je comprends pas, etc. Et ma psy, elle m'a juste dit, t'es polyamoureuse. Maintenant, ton choix, c'est est-ce que tu veux une relation polyamoureuse? J'ai dit non, je veux juste être avec Dylan. Elle m'a dit, ok, c'est ton choix. Il y a des gens, par contre, qui ont des relations polyamoureuses, c'est-à-dire qu'ils sont en couple avec plusieurs personnes, avec consentement et limite imposé. Au début, je suis un peu tombée de haut, je me suis dit, purée, mais j'ai un problème. Et finalement, je me suis dit, mais en fait, c'est quand même beau, ça change rien à ma vie en soi, à part que je me comprends mieux parce que bah, ça fait 20 ans que je suis comme ça. Juste maintenant, c'est même cool parce que je sais ce que je suis vraiment. J'aime de plus en plus ma relation et l'amour. Plus j'évolue et grandis dans un amour sain. Tu ne remettras jamais ton premier livre en vente. Alors comme je l'ai dit un petit peu avant, j'ai enlevé mon premier livre À la douceur de mon âme de la vente, tout simplement parce que je ne voulais plus que ça soit un livre qui soit acheté. En fait, je l'ai écrit très très jeune. En fait, c'est des traumatismes que genre j'ai plus envie de mettre aux yeux du monde sous cette forme-là. Je sais pas si vous comprenez. C'est pas que j'aime pas mon livre, c'est une fierté ce livre, parce que c'est vraiment courageux de publier un livre qui parle d'autant de choses compliquées, mais c'est vraiment un livre qui est beaucoup plus sombre. Et en fait, j'ai juste tourné la page et Cœur Porcelaine, c'est un peu ma guérison et le début de ma guérison sur beaucoup de choses et le début aussi de la vie adulte. Et du coup, je veux que cette partie de moi soit mise en avant et je veux plus que la partie de moi qui va très mal et qui a de la colère, bah elle soit encore mise en avant, du coup en étant publique. J'ai pas du tout honte de mes poèmes, je les laisse même sur mes réseaux ou quoi que ce soit, mais je veux plus qu'ils soient achetés. Voilà, je sais pas si vous comprenez ma vision, mais aussi c'est une manière de tourner la page et ça fait du bien. Tu aimerais avoir des enfants? Oui. Au début, sachez que je ne voulais pas d'enfants pendant très longtemps. Je me disais j'en veux pas parce qu'en fait je veux pas faire un enfant dans le monde dans lequel on vit. Et je voulais aussi pendant un temps adopter. J'aimerais toujours autant adopter. Sauf que c'est très compliqué d'adopter. J'aimerais du coup peut-être plus avoir la facilité, mais encore une fois, est-ce que ça va être facile alors que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques et c'est compliqué d'avoir un enfant souvent quand t'as le SOPK? Je ne sais pas. Des fois, faut avoir recours à la PMA et rien que ça, c'est compliqué. Mais oui, maintenant, je sais que je veux un enfant surtout parce que je suis avec quelqu'un que j'aime et qui me montre chaque jour que avoir un enfant avec lui, je pense que ça serait une belle chose. Est-ce que la première fois, c'est gênant? Ça dépend, sincèrement, de comment ça se passe, mais de manière générale, la première fois, c'est quand même un beau souvenir. C'est quand même quelque chose qui doit quand même bien se passer à la base. Si t'entends gênant par le fait que vous êtes nus ensemble, normalement, enfin je veux dire c'est un moment de partage et les relations charnelles c'est incroyable. Moi, ma première fois c'est super bien passé, j'en garde un bon souvenir, c'était avec mon premier copain, j'avais 15 ans et dans la première fois je n'entends pas la pénétration forcément. Pour moi, estimer que la première fois c'est du moment qu'il y a la pénétration, je comprends pas le principe, enfin on appelle les préliminaires, pour moi ça fait partie du S. Pour moi ma première fois c'est au moment où j'ai eu mes premiers préliminaires avec mon premier copain, point. La pénétration, on l'a fait je pense 2 mois après quand je me sentais prête parce que faut se sentir prête quand même je pense pour fusionner avec une personne, genre littéralement. Franchement la première fois si c'est fait avec une personne que t'aimes ou une personne voilà vous voulez vraiment le faire ensemble parce que je sais pas vous vous appréciez, il y a une attirance, normalement c'est censé bien se passer. Oui il peut y avoir des petits moments de gêne parce que je sais pas peut-être que vous n'avez jamais rien fait tous les deux et du coup ça peut être un peu gênant parce que vous savez pas comment vous y prendre, mais c'est pas gênant en mode gros malaise, c'est mignon je trouve en fait. Moi mon premier copain il n'avait jamais rien fait, j'avais jamais rien fait non plus, c'était beau en fait d'apprendre sur le tas, ça vient tout seul, enfin en tout cas dans mon cas j'ai juste tout
tout appris sur le tas et tout est venu hyper naturellement, ça avait rien de gênant. Si votre première fois se passe mal, c'est pas forcément votre faute. Peut-être c'est un manque de communication. Encore une fois, la première fois, je veux dire, c'est pas the truc important. Ok, si ça se passe mal, peut-être c'est dommage, peut-être que vous avez cette vision de la première fois en mode waouh, c'est le truc de ta vie, mais je veux dire, si t'estimes que ta première fois s'est mal passée et que une des autres fois où tu l'as fait avec quelqu'un, tu veux que ça soit ça ta première fois dans ta tête, bah ça c'est ta première fois, genre. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans ta guérison face à la dépression? Ma thérapie avec ma psy, ça a été vraiment the truc qui m'a le plus aidé, Dylan. En soi. Et la religion aussi. Parce que j'ai commencé à m'instruire sur la religion quand j'étais encore en dépression. Et la religion, ma thérapie et Dylan, ça a vraiment été les 3 trucs qui m'ont le plus aidé. Guérir de la dépression, c'est terrifiant. Est-ce que t'as vu toute ta vie changer d'un coup? Oui, c'est terrifiant, je suis d'accord. Surtout quand on t'annonce que t'es plus en dépression, tu tombes un peu de haut et t'as l'impression de ne plus être toi-même. Et oui, j'ai vu des choses changer d'un coup, mais à la fois, en fait, je commençais à guérir. Du coup, ça a changé petit à petit. C'est juste qu'au moment où on me l'a annoncé, j'avais l'impression que tout changeait dans ma vie, que j'étais plus la même personne. C'était extrêmement mal quand on me l'a annoncé, parce que bah quand tu vis 5 ans avec une dépression qui te colle aux fesses, bah ça en fait t'en fais toute ta personnalité. Ton mal-être c'était ta personnalité, ça a été très compliqué. Petit à petit, quand on te l'annonce, tu te dis que c'est pas une mauvaise chose, que t'es toi-même, que en fait ton mal-être et ta maladie ne te définit pas, ce n'est pas toi. Ça a été une partie de toi, mais c'est pas toi. Faut accepter de guérir. Des fois c'est plus difficile d'accepter de guérir que d'accepter que tu vas mal. Quand t'es en dépression, tu vis pas vraiment, tu survis. Dis-toi que là tu peux enfin vivre. Pourquoi tu avais supprimé tes TikTok où tu parlais de ton mariage et tout ce qui allait avec? C'était super intéressant. J'ai supprimé parce que les gens étaient extrêmement méchants dans les commentaires, surtout la communauté religieuse TikTok. Du coup ça m'a gavé, j'ai préféré tout supprimer. J'aimerais trop que tu fasses un meet-up chill pique-nique avec quelques abos. Bah comme j'en ai parlé juste avant, j'aimerais beaucoup aussi et je pense que je le ferai honnêtement. Faut juste de l'organisation et du temps et de l'argent et sinon ça se fera. Est-ce que tu as déjà regretté d'être sur les réseaux? Oui et non. En fait, j'ai regretté d'être sur les réseaux trop jeune. J'ai été sur les réseaux à 9 ans. C'est très tôt. Mais regretter d'être sur les réseaux en mode ah purée, c'est un regret, j'aurais jamais dû me lancer dedans. Non, jamais. Vraiment, c'est le fait d'avoir été exposée jeune qui est assez traumatisant. Sincèrement, je me suis jamais dit purée, j'aurais jamais dû me lancer parce que je me vois pas faire autre chose. Je suis bien dans ce que je fais. J'ai toujours apprécié partager avec les gens. Est-ce que ta santé mentale s'est empirée avec les réseaux? Oui. En fait, il y a beaucoup de choses grâce aux réseaux sociaux qui m'ont permis de renforcer beaucoup de choses au niveau de ma santé mentale. Mais il y a aussi beaucoup de merde qui me sont arrivées, donc ça m'a aussi beaucoup fragilisée. Est-ce que tu arrives à apprécier tes écrits en tant qu'autrice? J'ai trop du mal à relire mes écrits. Oui et non. Il y a des écrits que j'adore, mais il y a des écrits que j'ai tellement lus que je peux plus me les voir. Mon recueil là que j'ai sorti en décembre, je ne peux plus me le voir, je ne peux plus me le lire. Genre, je sais que les poèmes, je les adore. Je sais que ce que j'ai mis, je sais que mon travail est bien. Mais j'ai tellement relu, je crois, genre 300 fois, je peux plus me voir ce que j'écris. Donc je pense que c'est normal en tant qu'artiste d'avoir une vision un peu biaisée de ce que tu fais, parce qu'en fait t'es tout le temps sur ton travail, qu'au bout d'un moment ton travail il te saoule. T'as eu besoin de médocs pour sortir de ta dépression ou t'as réussi sans? J'ai eu des antidépresseurs et des anxiolytiques pendant 1 an. Au bout d'1 an j'ai décidé d'arrêter avec l'aide de mon psychiatre et tout, parce qu'il faut faire un sevrage. J'ai dit à mon psychiatre, j'ai dit je veux plus. Ça me détruit plus qu'autre chose, parce que moi dans mon cas, les anxiolytiques me donnaient encore plus envie de sauter par la fenêtre et de me faire du mal. Comment tu vis l'harcèlement que tu subis sur les réseaux? Je le vis extrêmement mal. Je peux pas dire que c'est fun. Encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, je suis obligée de passer au-dessus. Je me fais énormément harceler. Les gens pensent tellement de choses sur moi. Et en fait, même quand tu te justifies, parce que je me fais harceler littéralement pour rien. Je n'ai jamais rien fait de problématique. Sinon, j'assumerais les conséquences. J'irais pas me plaindre de me faire harceler si j'étais vraiment une mauvaise personne et que je faisais des mauvaises choses. Mais c'est pas le cas. Même quand je me justifie, même quand j'explique aux gens que ce qu'ils font c'est horrible, bah rien ne change. Et malheureusement, bah, je dois vivre avec ça. C'est dur, je le vis vraiment pas bien. J'ai pas envie de cacher le fait que des fois je fais des crises, que des fois je pleure, que des fois juste j'en peux plus au point que je veux arrêter de vivre, genre littéralement. Faut pas oublier que je suis fragilisée, que j'ai un état mental très compliqué. Genre dites-vous là en ce moment, il y a un numéro masqué qui m'appelle. Il m'a appelé 9 fois hier et c'est des haters genre qui ont mon numéro de téléphone qui sont en train de me harceler sur ma messagerie, sur quelque chose qui est privé. Quand ça dépasse les réseaux, c'est dur. Hein. Malheureusement, je peux pas contrôler les gens. Est-ce que c'est possible d'oublier son premier amour quand on l'a vraiment énormément aimé? Pour moi, il n'y a pas de mode d'emploi de l'amour et il n'y a pas de oui, ça c'est possible absolument et ça c'est pas possible. Ça dépend des gens. Moi, personnellement, mon premier amour, je ne l'oublierai jamais. J'aurai toujours de l'attachement pour lui. Je ressentirai toujours ce petit quelque chose qui fait que, voilà, cette personne a compté. Mais il y a des gens qui sont extrêmement indifférent. Dylan, en l'occurrence, son premier amour, il est resté 3 ans avec son ex et c'est son premier amour. Il est extrêmement indifférent. Oui, des fois, il se demande ce que la personne devient, mais je veux dire, s'il la croise dans la rue, il va pas avoir
ce petit quelque chose qui fait que, oh mon dieu, genre, j'ai aimé cette personne et waouh, tu vois. Chose que moi, je vais automatiquement avoir. Après, peut-être que genre au bout de 10 ans ou un truc comme ça, genre ça peut être le cas du tout. Hein. C'est juste que moi, voilà, comme je vous ai dit, mon rapport à l'amour et au fait d'aimer les gens, il est extrêmement puissant. Alors que Dylan, c'est pas pareil. Et il y a plein de gens qui sont comme Dylan, et il y a plein de gens qui sont comme moi. Comment gérer sa pilosité dans un couple après le mariage? Honnêtement, moi, je m'en fiche d'être tout le temps épilée, que ce soit le maillot, les jambes, les bras, etc. En plus, j'ai un homme qui s'en fout. Après, moi, j'aime bien être épilée. Je trouve que c'est plus beau sur moi. Mais si des fois, j'ai pas du tout envie, je le fais pas. Et si t'es avec une personne qui t'impose d'être épilée, cours. Enfuis-toi. As-tu déjà eu une attirance pour une femme? Oui, je suis bi pour ceux qui ne le savent pas et je sais que ça a fait beaucoup parler. En fait, je l'ai dit il y a très longtemps, mais comme je l'ai redit encore sur les réseaux, j'étais là en mode oh, t'es bi alors que t'es mariée avec un homme. Bah oui, c'est le principe d'être bi, genre. J'ai été même amoureuse d'une fille, j'ai eu des relations avec des filles, pas des relations amoureuses, mais des relations charnelles. Et je préfère les femmes. Je suis bi et je préfère les femmes. J'aime mon mari, je suis très bien avec lui, mais je préfère quand même les femmes. C'est-à-dire que si je suis célibataire, je me dirige automatiquement plus vers des femmes que des hommes. Je n'ai plus batterie sur ma caméra. La vidéo a été super longue, j'ai vraiment eu plein de questions super intéressantes. Merci pour toutes vos questions. Merci à Nextory d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle que le lien en description et celui qui s'affiche à l'écran vous permet d'avoir 45 jours d'essai gratuit sur l'abonnement standard. C'est vraiment super top, vous pouvez découvrir et écouter plein de livres. Donc je vous conseille absolument. Merci vraiment beaucoup pour le sponsor et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me suivre, à liker la vidéo et à la commenter si elle vous a plu. Bisous!